Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de dropshipping avec Max. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va très bien et toi? Je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, je m'appelle Max Leva, je sais pas, vous avez peut-être dû me voir sur Twitter, par rapport à un trade que j'avais fait sur le fisc, je sais que ça fait beaucoup parler. Je suis dans le e-commerce depuis 6 ans maintenant, depuis 2017. Avant ça, j'étais ingénieur logiciel, j'ai tout plaqué pour faire du e-commerce du jour au lendemain parce que l'opportunité me paraissait intéressante et voilà où j'en suis aujourd'hui, toujours dans le e-commerce après 6 ans. Ok, donc là actuellement, c'est vraiment ton activité principale. Tu n'as rien d'autre sur le côté? Ouais, c'est ça, exactement. Depuis 2018, début 2018, j'ai commencé à chiffrer, j'ai commencé à faire de la marge dessus. Au début, c'était juste du chiffre d'affaires, un peu comme tout le monde, je pense, au début. Et petit à petit, ça s'est fait. Et aujourd'hui, ouais, j'en vis complètement depuis 2018. Et je travaille en parallèle avec ma copine. On est à deux sur le projet depuis 3 ans maintenant. On bosse ensemble. Donc, c'est cool. Ok, donc là, pour lancer un nouveau projet, donc une nouvelle niche, comment est-ce que tu trouves concrètement cette nouvelle opportunité sur le web? Alors, comment je trouve l'opportunité? Moi, je fonctionne par niche déjà. L'idée que j'aime développer aujourd'hui, c'est de développer des sites qui vont être, rentables sur du long terme, moyen long terme. Je vais trouver une niche qui a du volume de recherche potentiel, généralement sur Google, parce que c'est mon canal d'acquisition que je préfère et je vais lancer du coup des sites comme ça. Donc je vais prendre, je sais pas moi, des, paniers en osier, c'est l'idée qui me vient, tu vois? Et je vais regarder les tendances de recherche un peu sur les trends, Google Trends et avec d'autres outils comme SEMrush et par rapport à ça, je vais me dire: «Est-ce que je peux me positionner en SEO?» Déjà, si oui, c'est un bon point pour moi et le deuxième point, est-ce qu'en ads, il y a de la place? Donc là, je vais faire une analyse concurrentielle avec, Google Ads directement. Ok, donc toi, tu fais une stratégie multicanal, mais tu fais uniquement du SEO dans un premier temps. Non, alors le SEO, moi, je le fais dans un deuxième temps. De base, je veux ça me fait un peu chier le SEO parce que c'est long à lancer. Moi, je veux du cash rapidement. Donc le but, c'est que je fais tout sur du Google Ads, je vais construire tout autour de ça et s'il y a une possibilité de SEO derrière et ben, tant mieux, je le fais. S'il y en a pas, je le fais quand même. C'est pas ça qui va me bloquer, tu vois? Et derrière, le but, c'est de développer un écosystème autour de mon site. Donc je vais avoir le site et plein d'écosystèmes autour. Google Ads est le système central quand même de cette stratégie, ouais. Ok. Et tu es axé uniquement sur Google Ads ou bien tu utilises aussi d'autres plateformes telles que Facebook ou bien TikTok? Alors avant, j'utilisais Facebook. J'ai arrêté Facebook parce que je pense que, comme tout le monde, on a eu plein de galères avec, des bannissements et tout. Et au bout d'un moment, ça m'a gavé de me battre tous les jours contre ça. Ça procure du stress et mentalement, ça commençait vraiment à me faire chier. Donc j'ai bougé Facebook et je me suis dit, en fait, Google Ads, c'est la meilleure opportunité qu'il y a aujourd'hui, puisque aujourd'hui, quand toi, tu recherches un produit, tu vas sur Google Ads le taper et tu vas pas sur Facebook le taper. Tu vois ce que je veux dire? Donc la notion Mhm. de prospect chaud sur Google Ads m'a beaucoup intéressé, parce que quand quelqu'un va chercher ton produit, il est directement intéressé. Tu as pas besoin de le convaincre ou du moins beaucoup moins que sur Facebook avec un prospect froid. Mhm. Donc là, tu t'es vraiment jamais intéressé à d'autres plateformes telles que Pinterest ou bien Amazon Ads. Pinterest, si, Pinterest, j'ai fait du Pinterest pendant un long moment et honnêtement, j'arrivais pas à tirer une grosse épingle du jeu. J'étais break-even, un coup rentable, un coup break-even. Franchement, c'était pas ouf. J'avais peut-être pas les bonnes stratégies à l'époque, c'est possible. Et du coup, j'ai fait ça pendant une bonne année en plus, hein, Pinterest. J'ai dépensé pas mal dessus jusqu'au moment où j'ai changé et j'ai switché complètement sur Google Ads. J'ai fait du Snapchat aussi. Amazon Ads, j'ai jamais fait. Je savais même pas que ça existait, Amazon Ads. Ah ben ouais, mais j'ai appris sur Twitter en fait. Je me suis dit, Ah ah ouais? franchement, je savais pas qu'il y avait aussi sur Amazon, mais ouais, sur Amazon, en vrai, la concurrence, elle est minime. Il y a quasi personne C'est dessus. vrai? OK. Ouais, ouais, Eh ben, écoute, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas du tout que ça existait. bah, voilà, maintenant tu pourras tester dessus du Ouais, coup. ouais, ouais. Bah, je vais tester ça. Donc là, tu as ton idée, tu as ta niche, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre cette idée en action? Quels sont les outils ou la technologie que tu utilises? Alors, comme tout le monde, j'utilisais Shopify, jusqu'à peu. Maintenant, j'utilise WooCommerce. Alors, pourquoi j'utilise WooCommerce? Pour 2 raisons. En fait, principalement, déjà, le fait que Shopify a considérablement augmenté ses prix. Donc ça m'a un peu gavé et aussi, le fait que les frais de transaction en fait, il y a beaucoup, beaucoup de frais sur Shopify, ce qui fait que par mois, tu te retrouves avec quand même pas mal de frais et de trucs à retirer et du coup, j'ai découvert l'opportunité WooCommerce qui m'a paru vraiment bien.
il y a eu quand même un temps de formation assez important. Mais une fois que tu sais le faire, et ben c'est génial. Je trouve que tu économises beaucoup d'argent et ça te permet de pouvoir avoir une rentabilité bien plus élevée à la fin du mois, surtout en faisant la stratégie que je t'ai parlé avant de multiplier les sites sur Google Ads. Tu vois, là, il y a un intérêt. Mais si tu débutes avec un site, honnêtement, il vaut mieux aller sur Shopify, hein. Ça dépend vraiment de la stratégie, je pense. Mhm. Et donc, toi, tu es plus sur une stratégie testing de masse plutôt que de stratégie lancer un seul shop. Bah, l'idée, moi, depuis peu, depuis 3 ans maintenant, je bosse comme ça, c'est de lancer des sites de niche. Et pas de la masse, c'est pas vraiment de la masse, parce que de la masse, pour moi, c'est tu vas lancer 100, 200, 300 sites. C'est pas ce que je fais. Je vais lancer une dizaine de sites sur des niches bien précises et je vais essayer de les optimiser. Le but, c'est d'avoir, je sais pas, 500 de renta par site, ce qui fait accumuler par mois un très gros bénéfice, tu vois. J'ai plus cette vision comme ça maintenant. Avant, j'avais la vision monoproduit et j'ai changé complètement parce que ça me saoulait aussi de refaire un store, de me réinvestir en termes de dépenses d'énergie. C'est énorme, je trouve. Mhm. Ouais, ouais, je vois. Du Ouais. coup, là, tu fais tout à la main ou bien est-ce que tu as certaines choses qui ont été automatisées Je fais tout à la main par rapport à quoi tu fais par référence? rapport à tes shops? Ah, les shops, ouais, je les fais à la main, les shops. C'est automatisé. Ah oui, sur WooCommerce, on a pu automatiser justement cet avantage, je l'ai oublié. C'est quand même un avantage majeur, c'est que tu peux dupliquer un site en un clic. Et ça Mhm. aussi, ça m'a convaincu énormément, c'est de pouvoir dupliquer vraiment mes boutiques. J'ai juste à trouver la niche, bam, je duplique, je fais un template modèle et derrière, je peux mettre des produits et aller très rapidement faire construire un nouveau site en fait. Mhm. Ok, je vois. Donc là, à ce niveau-là, comment est-ce que tu valides la niche sur le marché? Quels sont les KPIs que tu utilises pour mesurer son potentiel succès? Tu as parlé de Google Trends, mais qu'est-ce que tu utilises d'autre? Alors moi j'utilise SEMrush généralement ou d'autres outils, tu as Ubersuggest aussi qui est pas mal. En fait c'est juste un outil qui va permettre de pouvoir juste regarder le nombre de recherches sur un mot-clé, sur une niche par mois. Ça te permet de te faire une idée et ensuite tu pars du principe que tu connais ton taux de conversion généralement. Alors tu fais une fourchette hein, entre 1 à 3%, tu vois, tu situes. Et grâce à des calculs simples, parce qu'en en fait sur SEMrush tu peux avoir aussi le CPC. Encore une fois, c'est une donnée qui est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas, elle peut t'aiguiller et t'indiquer un petit peu la concurrence sur le marché. Et ensuite, une fois que j'ai ces KPI de valider, donc pour moi, un produit où je vais avoir entre 5 et 10 000 recherches par mois, c'est déjà très bon, tu vois. Je sais que je peux me positionner dessus et je vais aller vérifier la concurrence derrière. Donc, je vais taper moi-même sur Google et de par l'expertise et l'expérience que j'ai depuis 6 ans, bah, je sais dire, voilà, là, il y a une possibilité de me positionner sur Google Shopping, par exemple ou sur Google Search, tu vois ce que je veux dire? Et je vais me Mhm. mettre sur les différents réseaux de Google pour pouvoir faire de Ok. l'acquisition agressive derrière, quoi. Mhm. Et si ça ne marche pas comme tu veux, du coup, si ça échoue ou juste que ça ne prend pas comme tu veux par rapport à ta niche, qu'est-ce que tu fais? Bah, ça, c'est des trucs qui arrivent souvent, hein. J'ai eu énormément de niches qui n'ont pas fonctionné, comme je pense les gens qui lancent des monoproduits, il y en a énormément qui ne fonctionnent pas avant d'en avoir un qui fonctionne. Euh, le ratio sur les niches est quand même moins élevé que sur les monoproduits. Quand ça fonctionne pas, j'essaye de me demander pourquoi. Donc, je vais aller déjà voir ma fiche produit, je vais voir mes KPI, si j'ai un taux d'ajout au panier intéressant, si j'ai un taux de clic intéressant, un taux de CTR. Je vais déjà comparer en premier temps ça, donc les KPI sur les plateformes de réseau, donc Google. Et une fois que ça, c'est validé pour moi et que je me dis, bon, voilà, ma pub fonctionne, il y a du clic. Le problème, je sais qu'il ne vient pas de la publicité, il vient de mon site. Donc voilà, là après, c'est tout le processus, le cheminement, hein, le prix, ton offre, le site qui convertit peut-être pas assez, il est peut-être pas assez rapide, pas assez responsive. Il y a plein de choses à vérifier. J'ai une to-do list, tu vois, je me fais une checklist et puis je vérifie ces choses une par une avant de pouvoir me dire, bon, j'ai tout essayé, c'est le marché qui répond pas et tout, c'est voilà, j'arrête quoi, tu vois. Mais avant Mhm. d'arrêter, je vais quand même tester beaucoup de choses. Ok, je vois. Et pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans le drop, quelles seraient les compétences qu'elles devraient apprendre pour pouvoir bien commencer? C'est faut être très polyvalent déjà, pardon. Le marketing, c'est ultra, ultra important, mais au-delà de ça, je pense que il y a plein de compétences à avoir, la créativité, le marketing, connaître les plateformes publicitaires, tout ça. Ça, c'est des compétences techniques, mais je pense que la meilleure compétence à avoir déjà, c'est la persévérance et ne jamais abandonner.
pour moi, les compétences pour réussir dans le business, dans le drop, mais dans le business de manière générale, c'est de justement de ne pas abandonner et de toujours persévérer. Si je reprends l'histoire du fils que j'ai eu, par exemple, à ce moment-là, j'aurais pu tout arrêter et tout abandonner et c'est pas ce que j'ai fait. Et je pense que la réussite, elle est vraiment là-dedans, sur la persévérance. Ok. Et est-ce que tu aurais un plan d'action à mettre en place pour toutes les personnes qui se poseraient encore des questions Un plan d'action pour lancer un site, tu veux dire? pour lancer un site, ouais. Pour lancer un site, déjà trouver une plateforme. Shopify ou WooCommerce, moi je conseille quand même Shopify pour un débutant qui n'y connaît rien. WooCommerce, c'est beaucoup trop complexe, donc ne vous aventurez pas là-dessus au début. Franchement, c'est déconseillé. Donc Shopify, ensuite trouver une niche et construire un univers autour de ça. Donc quand je dis un univers, c'est trouver un produit d'appel. Par exemple, le fameux panier en osier qui va se vendre, ça va être ton produit d'appel. Et autour, tu vas construire d'autres produits pour construire finalement un site de niche et pas justement un site monoproduit. Et derrière, tu développes tout ton site, donc le design, ton marketing, ton email marketing aussi, et tu vas tout développer autour de ça, tu vois. Et c'est pas parce que tu as un produit sur le store qui va pas fonctionner qu'il faut se dire je coupe le store et j'en fais un autre. L'idée, c'est de vraiment le développer, de tester plusieurs produits. Et aujourd'hui, avec des réseaux comme Google Ads et Shopping, ça te permet de pouvoir tester en masse finalement tes produits, donc c'est cool. Mhm. Voilà le plan d'action que je dirais aujourd'hui pour lancer. Est-ce que tu fais un réel travail sur l'avatar client? Ouais, totalement. Totalement. Ça, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup. C'est que, en fait, tu prends des pubs, tu vas les copier-coller, et tu vas prendre un site, tu vas dire, bon, voilà, ce site, il vend. Je sais parce que je l'ai spy, tu vois, j'ai des datas. Tu vas le copier-coller, tu vas essayer de vendre et tu te rends compte que ça ne vend pas. Et en fait, là, le truc que tu ne comprends pas, c'est que ton avatar client, il est mauvais. Et l'exemple que j'ai eu récemment en date, d'ailleurs, que je peux te citer, c'est un site qu'on avait fait qui ne collait pas du tout avec l'avatar client. Donc, ce que j'entends par là, c'est que notre produit était destiné à un avatar client plutôt âgé, donc 50 ans et plus. Et le site, quand tu arrivais dessus, c'était clairement un site qui était destiné pour une clientèle beaucoup plus jeune. Donc, j'entends par Mhm. là le design, la façon d'écrire, le copyright, tu vois, la façon de faire le site. Une personne de plus de 50 ans arrivait sur le site, elle ne s'y retrouvait pas et du coup, elle quittait automatiquement. Donc là, c'est une erreur d'avatar client, clairement. Et du coup, bah, ça, c'est l'exemple le plus récent que j'ai eu là-dessus. Donc, ouais, c'est ultra important de bien parler à ton avatar client. Mhm. Ouais, je vois. Et pour toutes les personnes qui se reconnaîtraient en toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour se lancer? Qu'est-ce que je pourrais leur dire pour se lancer? D'avoir des couilles déjà, et d'avoir un peu d'argent de côté et de jamais abandonner. C'est vraiment la clé pour moi aujourd'hui. Alors, il y a plus de barrières qu'avant, on va pas se mentir. En 2017, c'était beaucoup plus simple de se lancer et à la fois beaucoup plus compliqué parce que tout le monde était novice, donc il n'y avait pas d'experts dans le domaine. Il y en avait très peu, du moins. Aujourd'hui, tu peux trouver les infos un peu partout, mais il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Donc, le ticket d'entrée est un peu plus élevé et il y a des problèmes qui surviennent qu'on n'avait pas avant, hein. Typiquement, les blocages incessants, Facebook, Mhm. Stripe, tout ça. Avant, on connaissait, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc ça, Mhm. c'est un peu relou. Il y a toujours des solutions, mais effectivement, les barrières sont un peu plus grandes qu'avant, mais c'est toujours possible de se lancer, évidemment. Mhm. Donc maintenant, tu utilises principalement Stripe comme processeur de paiement, mais tu en utilises d'autres. Alors moi, j'utilise principalement Stripe. J'ai utilisé Shopify Payment aussi, qui m'ont bloqué pas mal d'oseille et du coup, j'ai dû arrêter aussi avec eux. D'ailleurs, gros problème avec Shopify, quand ils te bloquent ton argent sur Shopify Paiement, ils te bloquent aussi ton store. C'est aussi l'inconvénient de Shopify qui fait que tu as tous tes œufs dans le même panier. Si tu en as un de bloqué, tout est bloqué. Ton site est bloqué, tu ne peux plus vendre. Aussi, une des raisons pour laquelle j'ai switché sur WooCommerce. Et qu'est-ce que je disais? Oui, Stripe. Ouais, j'utilise Stripe aussi sur WooCommerce. Et sur WooCommerce, tu as WooCommerce Payment qui utilise aussi Stripe, mais Stripe Express. Et ça, je passe par là. Et franchement, j'ai moins de blocage pour le coup. Je ne sais pas si c'est le fait d'utiliser WooCommerce. En tout cas, moi, j'y crois. Je me dis Shopify, c'est catalogué dropshipping. Donc, ça met un red flag direct. Je me dis que WooCommerce, ça ne met pas de red flag. En tout cas, j'ai moins de problèmes avec ça. Ouais. Mhm. Et en combien de temps tu prépares ton shop? Donc, en combien de temps tu te dis, OK, c'est bon, je peux le lancer? En combien de temps je prends la décision de dire je lance le shop, tu veux dire? Mhm. Euh, ça peut prendre une journée ou deux. Généralement, c'est relativement rapide, mais tu te fais biaiser un peu par tes émotions parce que quand tu découvres une nouvelle niche, tu es un peu tout fou.
as envie de la lancer, donc tu fonces tête baissée dedans. Ça, d'ailleurs, c'est une erreur que j'ai beaucoup faite. Et le lendemain, après avoir réfléchi toute la nuit, tu te dis, mais en fait, il y a des problèmes que je n'avais pas vus. Et j'ai lancé le site comme un mongol, tu vois, j'ai été à fond, à fond, à fond. Alors oui, tu agis directement, mais si tu agis mal, tu perds ton temps et tu perds ton argent. Donc ça aussi, c'est une chose à réfléchir avant de lancer, de vraiment se poser, de faire un process et une checklist, tu vois. Et il faut que ta niche remplisse tous les critères que tu as donnés. Si elle ne remplit pas tous les critères, tu passes à autre chose et tu ne fais pas d'émotionnel avec. Ça, c'est pas évident parce que des fois, tu fais beaucoup d'émotionnel dans tes sites. Ouais. Et quand ça commence à prendre, du coup, à partir de quel moment tu te dis je peux scale cette niche? Bah, en fait, sur Google Ads, la notion de scaling, elle est différente de Facebook. Donc, déjà, tu as un volume, tu es capé au niveau du volume de recherche. Il y a 10 000 personnes par mois qui recherchent ton mot-clé. Tu ne peux pas scaler à 20 000, ça n'existe pas. C'est le marché qui Mhm. décide. Là où sur Facebook, tu peux scaler. Donc, ça, déjà, c'est différent. Donc, on s'adapte au marché. Et généralement, avant de rentrer sur le marché, avec les calculs que tu as faits, tu sais justement si il y a un potentiel sur ce marché, s'il est scalable ou pas. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de Google Trend. Google Trend va venir m'aider à valider cette tendance finalement et de me dire, bah, tu vois, par exemple, ce produit, il est un peu saisonnier. En décembre, il y a un pic. Au lieu d'avoir 10 000 recherches, il y en a 100 000, tu vois. Donc là, je sais Mhm. qu'en décembre, je vais scaler. Je prévois avant et j'anticipe pour pouvoir assumer le volume de commandes et faire une offre adaptée en fait à cette période. Mhm. Et quand est-ce que tu passes au projet suivant, à la niche suivante plutôt? Ou bien tu es plus du genre à lancer, comme tu as dit, plusieurs niches, ou bien tu restes, on va dire, focus sur les niches que tu as en tête, et puis seulement tu passes aux prochaines? Bah, moi, généralement, j'en mets beaucoup de côté. Donc, j'ai un fichier, j'ai beaucoup de niches de côté. J'essaye de lancer quand pour moi le premier est terminé et que je peux le déléguer parce que en fait, je vais lancer les stores et si tu veux, je les délègue à chaque fois. Le but, c'est que moi, je lance, je fais le marketing, je fais l'idée, je mets le truc sur pied et ensuite, je délègue tout parce que j'ai pas envie de prendre mon temps là-dessus. Et moi, j'aime bien justement relancer des sites par derrière et pouvoir trouver de nouvelles niches et créer un nouveau site. Parce que le but, c'est pas de que je passe des heures et des heures sur le site. Tu vois ce que je veux dire? Je le faisais au Mhm. début. Après, quand tu as un peu plus de moyens, tu délègues justement ces choses-là pour justement te focus sur les tâches qui te rapportent beaucoup plus. Moi, ça me rapporte plus de chercher des niches et de développer d'autres sites que de passer 10, 20, 30 heures sur le même site. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Après, j'y reviens, évidemment, j'y reviens, je vais aller les optimiser. Mais voilà, je suis plutôt dans cette démarche-là. Ouais. Ok, ok. Est-ce que tu as un mot pour la fin pour toutes les personnes qui t'ont écouté et qui seraient intéressées par le monde du drop actuellement? Parce que on va dire que sur Twitter, il y a beaucoup de personnes qui disent le drop est mort, le drop est mort, le drop est mort. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Ouais. Bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir écouté, déjà, premièrement. Et, le drop est pas mort. Non, le drop est pas mort. Il a juste changé de façon d'être fait. Effectivement, on le fait plus comme en 2017. Ça, c'est mort, les gars. Le AliExpress et tout, c'est mort aussi. On a changé de façon de fonctionner. On s'est professionnalisé finalement, le business model s'est professionnalisé. Mais moi, je ne dirais même pas le drop en soi, je parlerai du e-commerce de manière générale, parce que pour moi, le dropshipping, c'est un peu négatif aujourd'hui. On le voit beaucoup de manière négative. Juste du e-commerce, voilà, tu fais un site, tu dis que tu fais du e-commerce en flux tendu, tu n'utilises pas le mot dropshipping, tu vois. Mais non, c'est pas mort, c'est évidemment pas mort. Mais il y a beaucoup plus d'efforts à fournir qu'avant et il faut être beaucoup plus pro, ouais. Est-ce qu'au début, tu es plus du genre à d'abord tester la niche et donc ne pas faire de branding au niveau du produit, donc pas de packaging extraordinaire, puis ensuite passer à la partie branding, ou bien tu lances tout directement? Non, alors au début, je teste sans rien, justement, parce que il y a aussi, faut être cohérent dans le business, dans le sens où tu vas pas lancer un produit dont tu as aucun recul dessus. Tu Mhm. mets pas all-in sur un produit dont tu sais pas comment le marché va réagir à ça. Donc, l'avantage du dropshipping, là, je l'utilise pour le coup, c'est vraiment de pouvoir tester ton produit et ton offre, comment le marché va réagir à ça. Donc, au début, quand tu vends ton panier en osier, tu vas pas le brander, tu vas pas faire ton packaging, non. Au début, tu vas essayer de le vendre déjà. Si tu vois que le marché réagit, tu passes à un step au-dessus. Et en fait, pour moi, tu optimises. Le processus s'optimise au fur et à mesure, mais pas au début. Ça, c'est une grosse erreur aussi que j'ai pu faire avant, c'est de vouloir faire un truc parfait dès le début. Le site parfait, l'offre parfaite, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça fait perdre beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que vraiment, c'est vraiment une mauvaise façon de fonctionner. Donc ça, ouais, gros conseil là-dessus, c'est de lancer
comme ça, en fait, hein, et de voir comment le marché réagit et ensuite d'optimiser dans un second temps. Ouais. Ok, Max, merci à toi pour aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. J'aimerais te demander où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Sur Twitter, Max Leva. Sur Instagram, qui est noté aussi, c'est Max Leva. C'est la même chose sur Twitter, Instagram. Et pour l'instant, ce sera toujours pas de YouTube, rien. Voilà. Ok, dans tous les cas, je mettrai tes liens en description pour toutes les personnes qui aimeraient te suivre et connaître un peu plus ton histoire déjà par rapport à la fiscalité que tu as eue en France. Et dans tous les cas, on reste en contact. Hein. Super, merci beaucoup Baki pour l'invitation et puis je te Merci dis à à la toi. prochaine. À la Allez, ciao. prochaine. Salut. Du coup, les gars, voilà, c'était la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter et aussi à me suivre sur les réseaux, ainsi que de suivre Max sur son Twitter et sur son Instagram. Wow, je commence à bugger. Enfin bon, on se retrouve pour un prochain podcast et à très bientôt. Salut.